On va parler du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du putsch du vendredi 30 septembre contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a officiellement été désigné mercredi 5 octobre président du pays dans l'attente de la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Monsieur Nama Fili Diarra, que vous inspire sa désignation? Oui, nous savons très bien qu'Ibrahim allait être désigné puisque vu déjà leur communiqué à la télévision le 28 septembre dernier, nous avons appris qu'il y avait un prétendant qui serait, comment il s'appelle, un haut gradé, j'ai oublié son nom, Zungrana, qui aurait été, qui était fait quand même... les tentatives, exactement. Mais après, le plus jeune est venu et on sait qu'il n'a pas trop un bagage intellectuel ou une gradation au sein de l'armée. Mais vu l'impact et la dégradation vraiment de la sécurité au Burkina, et peut-être lui, il peut tout donner l'espoir au peuple burkinabé, comme ils disent et ils scantent dans les rues. Voilà, moi je dirais que pour l'instant je reste focus aussi sur l'affaire de Burkina, sur ce nouveau président. Il est très jeune, il faut le signaler. 34 ans. D'ailleurs, il est le plus jeune président du monde devant le président chilien. Donc, nous dirons. Gabriel Boric. Voilà, Gabriel Boric, il est le plus jeune président avec cette jeunesse. Mais ce qui me fait peur, c'est quand il promet de suivre et de se centrer sur les engagements de leur mouvement. Moi, je me demande pourquoi ces coups d'État dans un autre coup d'État. Peut-être pour lui, il y a eu une trahison des objectifs de départ. Mais cela n'a pas été vraiment évoqué dans leur discours. Ils ont juste dit la dégradation des sécuritaires. Voilà, situation sécuritaire. Nous avons vu les attaques terroristes se sont multipliées les derniers mois. Mais cela, d'ailleurs, ça a été la cause de l'ancien régime renversé par Damiba. Et il faisait partie. D'ailleurs, c'est Damiba qui lui a fait partie du mouvement. Je crois que ça date de 2020. De 2021, c'était 2021 plutôt, 2020. Pour moi, 2021. Voilà. C'était 2022, le début de cette année. Exactement. C'était le 23 janvier. Exactement. Donc, c'est un peu ça. C'est un président quand même qui n'a pas tout. Vraiment, moi, je reste pessimiste, vraiment pessimiste. Il n'a pas tout vraiment pour conduire, même s'il dit vouloir le faire. Voilà, nous allons voir. Est-ce que vraiment vous êtes d'accord avec cette... Est-ce qu'il est Ibrahim Traoré est peut-être aujourd'hui l'homme de la situation au Burkina Faso? Je pense qu'il a été désigné, comme vous avez dit, parce qu'il s'est battu pour la chose. Et celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Effectivement. Non, mais en fait, ça, je fais référence à la célèbre phrase de Damiba. Bon, plus sérieusement, je pense que effectivement, je suis d'accord avec quelques constats. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Burkina, le second coup d'État s'est justifié par la dégradation de la situation sécuritaire. Parce que rappelons que le 26 septembre dernier, il y a eu une attaque à Gaskindé. Et c'est ce qui a justement motivé les éléments de l'armée à faire ce second coup d'État. Mais je pense que aussi l'attitude du désormais ex-président Damiba n'y est pas pour rien. Parce que finalement, on a l'impression qu'il avait oublié la raison pour laquelle il avait accédé au pouvoir, qui était justement de lutter contre le terrorisme. Parce que finalement, il s'était comporté comme un président démocratiquement élu. On l'a vu aux Nations Unies. Justement, quand on retourne un peu sur le contexte dans lequel s'inscrit ce coup d'État, la question sécuritaire est mise en avant, mais n'y a-t-il pas une raison politique à ce coup d'État? La proximité troublante du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avec le réseau de l'ancien président déchu Compaoré. Oui, justement, mais pour moi, en fait, les deux c'est des raisons cumulatives. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a pas eu de succès sur le plan militaire, à la fois, et justement, cet échec s'explique, en tout cas selon ce nouveau putsch, s'explique par le fait que justement Damiba n'a pas opéré un changement de paradigme
notamment au niveau des partenaires. Et d'ailleurs, à ce niveau, on voit que le Mali, quand même, on voit l'ombre du Mali, l'ombre de la situation au Mali qui plane un peu sur celle du Burkina. C'est-à-dire qu'il voit qu'avec le Mali a opéré un changement de paradigme. Au niveau des partenaires, Barkhane a quitté le Mali sous pression et finalement le Mali s'est dirigé vers la Russie. Et puisqu'on constate une certaine accalmie sur le terrain, sur le plan sécuritaire au Mali, et bien justement, il y a beaucoup de citoyens burkinabés qui pensent que eh bien, le Burkina devrait faire de même. Mais sauf que c'est ce que Damiba n'a pas fait. Premier élément. Deuxième élément, et d'ailleurs, il y a une semaine, j'avais écrit un article là-dessus, c'est-à-dire que le mode opératoire du coup d'État a changé. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on faisait un coup d'État, le premier défi consistait à avoir l'adhésion de la communauté internationale, des organisations internationales. Désormais, qui est décrit. Justement, désormais, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand on fait un coup d'État, il faut s'assurer qu'on a l'adhésion de son peuple. Et c'est à ce niveau que Damiba a péché. Parce que devenu des coups d'État démocratiques. Exactement, parce qu'il a passé son temps. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Alors, bon, oui, je ne dirais pas démocratique, parce que vous savez, la démocratie peut regorger plusieurs définitions. Et en soi, l'essence, la quintessence de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Maintenant, en fait, par quelle méthode, c'est la question qu'on se pose. Mais à partir du moment où le peuple adhère à un projet, on peut dire d'une certaine manière que c'est démocratique. Même si cela ne veut pas non plus dire qu'il faille faire des coups d'État pour accéder les armes pour accéder au pouvoir. Alors, Nama Fili, est-ce qu'on peut expliquer ce putsch seulement par l'incapacité du régime de l'ex-président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis le coup d'État du 23 janvier, à lutter contre les groupes terroristes? Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Oui, pas forcément, vu que le président s'engage déjà à se centrer sur les engagements de leur mouvement. Et puis, nous savons qu'avant Damiba, il y avait déjà une dégradation sécuritaire au Burkina Faso. Et puis, moi, je dirais c'est la situation s'est empirée quand même. Oui, ça s'est empiré. C'est les mêmes militaires. Moi, je dirais que ce sont les mêmes militaires qui sont là-bas. C'est vrai qu'on peut changer un peu les stratégies et les commandements au sein de l'armée. Et puis, l'actuel président, Ibrahim, n'est pas n'importe qui. Il était colonel. Il a même été chef, je crois, d'un détachement militaire, voilà, qui était au front. Moi, je dirais pourquoi est-ce qu'il en vaut la peine de faire un autre putsch, de renverser Damiba et vouloir encore continuer. Peut-être, il l'a dit, je me suis dit aussi, il l'a dit pour vraiment assurer la CEDEAO, puisqu'on a vu le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président du Niger, Mohamed Youssouf, qui a été là-bas. Il a dit, je cite, j'ai eu un entretien franc avec le président Ibrahim et nous repartons confiants. Donc, ça veut dire qu'il a déjà donné l'assurance à la CEDEAO et à la communauté internationale. Il y a eu aussi hier, je crois, un entretien avec le corps diplomatique voilà, au Burkina Faso. Et c'est un peu comme Damiba qui faisait la même chose, qui s'affichait déjà avec Alassane et qui a même été au Mali pour trouver. Au Mali et au Niger, évidemment. Et au Niger. Ouais. Donc, on peut dire que Damiba avait vraiment la volonté de contrecarrer et de lutter contre le terrorisme. Mais ce qui n'a pas marché dans les coulisses, nous ne savons pas. Si ces militaires qui sont aujourd'hui, Ibrahim et ces hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir, veulent encore continuer avec les mêmes mouvements et puis avec les mêmes engagements, nous voyons déjà, il promet la même chose comme Damiba. Je disais tantôt que Ibrahim, dans leur communiqué, dans une de leurs déclarations, ils ont dit que les objectifs de départ ont été trahis. Oui, ont été trahis, mais sauf que ces objectifs qui se retrouvent dans les engagements. Ils les ont pas énumérés, ces objectifs. Ils ont dit, ont été trahis, mais ils vont continuer. Ça veut dire parce que pour eux, l'objectif principal, c'était de lutter contre le terrorisme. Cela a été fait. C'est pourquoi sa visite au Mali, c'était dans le cadre de trouver, des opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Nous savons que Mali fait frontière au Burkina Faso. Il a été au Niger, c'était pareil. Donc la volonté était là. Ce qui n'a pas marché, nous ne savons pas forcément, mais moi je dirais que c'est toujours dans la même foulée que Ibrahim et ses hommes vont continuer. Et c'est dans les mêmes affichages qu'il a fait. Il a déjà promis à la CEDEAO, comme je dis, à Mohamed, au médiateur de la CEDEAO, qu'ils vont continuer. Il a donné leurs assurances. Est-ce que
c'est pas pareil que Daniba, les résumes de Daniba. Moi, je trouve quand même pas l'utilité de ces nouveaux coups d'État et je n'ai pas vraiment le mot à définir ce qu'ils veulent faire. Justement. Voilà. Alors, le coup d'État militaire du vendredi 30 septembre, dans le pays des hommes intègres, bien sûr, a été aussi marqué par des violentes attaques contre des représentations françaises, notamment l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Ce coup d'État, Brahima, ce coup d'État est-il le symbole d'une perte d'influence française en Afrique ? Oui, totalement. Et vous l'avez dit, il y a eu des dégâts dans des enceintes françaises, mais ce n'était pas fortuit. C'était suite justement à une déclaration de Poutis à la télévision, qui avait déclaré que le désormais ex-président Damiba s'était réfugié sur la base militaire française à Kambouansé, au Burkina. Et c'est suite à cela que justement la population est sortie pour s'attaquer à l'ambassade, au consulat français et tout ça. Donc je pense que aujourd'hui, en fait, Damiba, je l'ai dit encore une fois, et là je suis pas d'accord avec Namafili quand tu dis qu'il y avait une certaine volonté. Bon, on a vu quand même quelques visites, mais est-ce qu'il y avait une réelle vision de lutte contre le terrorisme? Je n'en suis pas sûr. Fait appel à Wagner? Non, pas seulement à Wagner. Non, pas forcément à Wagner, parce que vous savez, c'est pas seulement Wagner qui peut. Cette question aussi taraude les esprits. Non, en fait, c'est pas seulement Wagner qui peut lutter contre le terrorisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas faire un coup d'État pour motif d'insécurité et continuer sur le même chemin que Kaboré. Quel chemin? D'ailleurs, la raison pour laquelle il a fait appel à Kaboré pour lui demander des conseils. Justement, quel chemin justement, c'est le même coopération avec la France, coopération avec les pays frontaliers, coopération. Pourquoi il a fait appel à Kaboré? Et si, non mais écoutez, logiquement, moi je dirais pas. Il a fait appel à Kaboré, il a fait appel également au président Compaoré pour la réconciliation. Pour la réconciliation, ça que le chemin a été dévié. C'est pour ça que je parlais des objectifs. Non mais déjà pour la dénomination. Pour la réconciliation. Oui, réconcilisation de qui et qui? Du peuple burkinabé. Nous savons quand même que c'est pesant. Non, mais contre qui? Parce que ils sont pas en conflit. Ils sont en conflit avec les terroristes. Les partisans de Blaise. Les partisans de Blaise, nous savons très bien qu'ils n'étaient pas. Non, je pense pas qu'au Burkina, il y a une situation qui fait de telle sorte qu'il y a une partie de la population qui s'oppose à une autre partie. Le Burkina fait face au terrorisme. Et le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Le terrorisme n'a pas de visage. Donc je ne vois pas l'utilité de faire un sommet entre anciens chefs d'État pour parler de réconciliation quand on sait que le problème n'est pas... C'était du tâtonnement en réalité. Moi je dirais pas ça. Bon, après on peut ne pas partager, mais je pense que c'était du tâtonnement. Et deuxièmement, c'est ce qui fait que justement il y a eu le coup d'État. Et Damiba, encore une fois, on n'a pas eu de vision claire. Est-ce qu'il y a eu des achats d'armement, de nouveaux armements? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que depuis son arrivée, le Burkina a acquis de nouvelles armes pour lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas eu de changement de paradigme et les attaques continuent. Les attaques continuent sur le terrain. Et c'est ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, quand on prend le Soum, le département du Soum, donc, dont le chef-lieu est Djibo, qui est encerclé depuis le mois de février, qui n'a même pas accès aux premières nécessités. Oui. Vous voyez un peu la situation. Parce qu'on ne dit pas que du jour au lendemain, les attaques vont cesser. Mais il faudrait que les populations constatent quand même une certaine accalmie sur le terrain pour se rassurer. Alors, Namafili, est-ce que l'une des plus grandes erreurs de Damiba a été de se préoccuper davantage des questions politiques ou politiciennes que des problèmes d'insécurité? Moi, je ne dirais pas, il ne s'est pas occupé qu'aux questions politiques. D'ailleurs, comme je dis, il a vraiment donné la volonté de vouloir lutter contre le terrorisme. Sa visite au Mali, Andy, et puis au Niger, ils lui ont parlé. Leur communiqué, quand moi je le suis sur les communiqués de la présidente de Burkina, quand il était aux affaires, ils ont parlé des opérations militaires pour freiner vraiment la montée des terroristes entre Mali, frontière Mali et Burkina, et comme on dit, les trois frontières, et Niger. Donc il a été ensuite au Niger pour la même chose. On peut dire que c'est après ça, même pas quelques semaines, que voilà, on a fait ce nouveau putsch. Moi, je sais très bien, et puis ceux qui suivent les informations au Burkina Faso
nous avons vu vraiment une volonté affichée du président Damiba pour vouloir vraiment freiner la montée du terrorisme. Mais ce qui n'a pas marché, nous ne savons pas. Nous savons quelles sont les conséquences de cette situation après ce coup d'État? Les conséquences pour les pays. Bon, nous allons rester, puisque peut-être il va changer le partenaire. C'est ce que Ibrahim laisse entendre quand même, puisque c'est vouloir changer forcément. Ils vont se référer, du Mali. Or, les situations ne sont pas les mêmes. Le Mali, les cas du Mali est très différent. L'ennemi quand même est le même, c'est le terrorisme. Oui, le terrorisme a duré au Mali, ça fait plusieurs années quand même. Nous avons plusieurs crises multidimensionnelles au Mali. Au Burkina, c'est ces dernières années quand même. Donc, on ne peut pas comparer. Ces dernières années, mais avec un bilan quand même très lourd. Oui, avec un bilan très lourd, mais je dirais quand même que ce n'est pas le même qu'au Mali. Le Mali est un désastre. Il n'y avait pas non plus la nécessité de faire un sommet de réconciliation. On n'a pas, comme je dis, c'est multidimensionnel, on n'a pas la même crise, puisque au Mali c'est une rébellion. Cette rébellion a déjà des revendications. Il y a MLNA, c'est un mouvement qui veut la séparation du Mali. C'est pas pareil qu'au Burkina. En tout cas, moi je n'ai pas vu des rébellions qui a revendiqué, Encore une fois, c'est ce qui prouve qu'il n'y avait pas lieu justement de faire par rapport à cette question. D'ailleurs, le régime de Damiba, pour certains, s'est inscrit quand même dans une logique de réconciliation. Exactement. Au forceps, et qui a fini par diviser le politique et les citoyens. Vraiment, d'ailleurs, certains estiment que son objectif principal n'était pas de restaurer l'intégrité du territoire, c'est-à-dire notamment en luttant contre les terrorismes, mais plutôt les systèmes Compaoré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Totalement. En fait, je pense que Damiba s'est trompé de combat en réalité. Et un bon soldat, il ne devrait pas. Il s'est trompé de combat parce que la préoccupation des Burkinabés, je le dis au risque de me répéter, en réalité, ce n'est pas la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, le fait de faire venir Blaise Compaoré, condamné à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara, par contumace, seulement 2 mois plus tôt, donc au mois d'avril, le fait de le faire revenir au Burkina, à Ouagadougou, de l'accueillir et de le laisser partir comme ça, ça a été vu comme la manifestation réelle de l'impunité. Mais comment pouvez-vous imaginer? Et puis ça sapote aussi le travail de la justice. Comment que la justice d'un pays condamne quelqu'un? Normalement, Compaoré, à son arrivée, il devrait être arrêté parce qu'il est condamné. Donc, le fait qu'il est venu et reparti comme ça, justement, et on sait aussi que 35 ans après, Thomas Sankara demeure populaire au-delà de Burkina. Et justement, cela a été vu comme une forme d'insulte à la mémoire de Thomas Sankara, une forme d'insulte à la justice burkinabé, et je pense que ça a même précipité la chute de Damiba, et encore une fois, il s'est trompé de combat. Au lieu de s'attarder sur des questions, ça c'est des questions qu'un régime démocratique devrait se tarder là-dessus. Mais un régime de transition, c'est par quoi? C'est une question d'urgence. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps la question d'urgence des maires. La question d'urgence de maire, la sécurité, pas plus en réalité. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas s'éparpiller, aller de gauche à droite, faire des visites par-ci par-là. Non, c'est pas comme cela. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait quand même prendre l'exemple sur des transitions aux alentours, au Mali, au Burkina. Est-ce que vous avez vu Assimi faire autant de tournées comme ça c'est pas pour cautionner tout ce qu'il fait, mais c'est quand même des constats qu'on peut faire en réalité. C'est-à-dire que Damiba, il s'est comporté des tournées quand même vraiment, je suis peut-être pas contre ça, le fait que non, on dit pas, non mais tourner pour quelles raisons? Tourner pour finir ensemble les stratégies. Exactement. Le Mali et le Burkina ont le même combat. Écoutez, on a le même combat. Écoutez, aujourd'hui, c'est-à-dire que Damiba, encore une fois, il s'est trompé de combat. Il ne devrait pas se laisser emporter par tout cela. Si il peut faire des visites, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour quelles raisons? Est-ce que quelqu'un ici peut dire concrètement quelle était la vision de Damiba contre le terrorisme? Est-ce qu'il a annoncé une doctrine? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux armements qui ont été acquis? D'accord. Est-ce que Damiba, je vais poser cette question à Nama. Je suis peut-être sévère envers Damiba parce que je pense qu'il n'a aucun... D'accord, vraiment, on a compris. Je vais peut-être poser cette question à Nama. Est-ce que Damiba avait vraiment une vision claire
pour vraiment lutter contre le terrorisme? Ok, vous savez, comme il a déjà dit, moi je suis d'accord quand Ibrahim dit que du fait de s'afficher avec Blaise Compaoré et en lui faisant venir au Burkina était vraiment un élément clé qui avait vraiment suscité de la colère du peuple burkinabé. Ça c'est tout à fait vrai. Mais de dire que le président Damiba n'avait pas la vision, c'est d'ailleurs d'où le coup d'État. Son coup d'État s'inscrit dans le cadre de faire face à la dégradation de la question sécuritaire pendant le régime de Marc Roch Kaboré. Maintenant, de dire qu'il n'a pas acheté des armes, je ne peux pas me prononcer sur ça. Nous savons que Burkina était un État souverain, ils avaient des partenaires, ils menaient des opérations conjointes au front. Vous savez, avoir une vision, c'est un fait. C'est une chose. Ouais, c'est un militaire. Avoir aussi, est-ce qu'il a pu mettre en place des stratégies militaires qui peuvent vraiment montrer qu'il avait vraiment cette volonté de lutter contre le terrorisme? Oui, déjà, il y avait déjà des détachements qui étaient déjà au front. Il a essayé de recruter et de militariser, je crois. Il y avait déjà des mouvements armés, je sais pas, c'est des donzos qui étaient en place, qui voulaient vraiment c'est militarisé pour renforcer. Non, ça date de Kaboré. Ça date de Kaboré, mais lui, il a continué avec. Il a continué avec Zévi. Il a continué à recruter. Mais c'est pas son initiative, mais si ça peut vraiment être utile. Mais lui, concrètement, il a mis quoi en place pour vraiment lutter? Concrètement, je ne peux pas citer, je n'en connais pas. Donc il n'avait pas de vision. Il avait une vision. Il n'avait pas de stratégie. Il n'avait pas de tactique. On ne peut pas dire, pas comme le Mali. Par exemple, au Mali, on communique. Si on achète un avion tout de suite, on fait un communiqué. Nous savons, si nous ne suivons pas réellement, c'est-à-dire périodiquement, les informations au Burkina Faso, on ne peut pas dire, comme je ne vais pas parler comme ça, dire quelque chose sans preuve. Je ne peux pas dire qu'ils avaient acheté des armes ou ils avaient une vision vraiment concrète, mais je sais quand même que la volonté, je me suis basé sur sa volonté. Suite à ses visites. Mais vous ne savez pas les stratégies qu'il a mis. Les stratégies, non. Dans les coulisses, il est militaire. Même ceux qui sont là sont des militaires. Nous allons voir. Comme je vous ai dit, les militaires, ils ont promis qu'ils vont se centrer sur et poursuivre ce que Damiba a fait, même s'ils ont dit dans un premier temps qu'il a trahi vraiment les objectifs de leur mouvement. Mais on verra bien s'ils pourront faire plus que lui ou s'ils vont se référer au régime du Mali. En tout cas, la transition malienne fait aujourd'hui le souhait de tout le monde. Exactement. Donc, alors, vraiment, il y a aujourd'hui sur les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 3 pays dont les régimes sont militaires. Ce sont le Mali, la Guinée, on parlait du Burkina Faso également. Quelle doit être la posture de la CEDEAO face à cette situation? Alors, la CEDEAO, je pense qu'elle se retrouve quand même face à des défis énormes. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'avec le Burkina, elle demeure conciliante. Cela d'autant plus que les nouvelles autorités ont accepté de mettre en œuvre le calendrier qui avait été fixé par Damiba. Donc cela restera peut-être le seul acquis de Damiba. Mais on sait qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je pense qu'elle a compris cela. Parce que si on constate, depuis les sanctions sévères qui ont été prises contre le Mali, la CEDEAO n'a plus adopté une position beaucoup plus trop dure. Radicale. C'est-à-dire qu'elle est plus désormais dans l'accompagnement. Et je pense que c'est ce qui est attendu aussi. Parce que finalement, peut-être que les méthodes dures ne sont pas forcément les plus efficaces. Et donc, la diplomatie a revu sa copie. Et justement, elle est désormais plus dans une position conciliante, comme je l'ai dit. Et tant mieux. Tant mieux, parce que finalement, c'est ce qui peut peut-être aboutir à des solutions idoines. Mais à ce niveau aussi, ce qu'on peut dire, on a beaucoup parlé de Damiba, mais ce qu'on peut parler du nouvel homme fort, Ibrahim Traoré, je pense qu'il a commis aussi quelques erreurs de communication. Les Burkinabés disent qu'il faut qu'on arrête ces termes de nouvel homme fort. Ok, d'accord. Bon, ok, on peut arrêter. Parce que Damiba, à un moment donné, il était ok, d'accord. Bon, en tout cas, le capitaine Traoré, il a fait quelques erreurs de communication. Deuxièmement, premièrement, il dit que le calendrier fixé par la CEDEAO, il pense même que c'est trop et que peut-être que les choses pourraient s'arranger avant cela. Mais très vite. Quand on sait que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte de longue haleine,
Et donc, parfois, il ne faut pas se hasarder à trop se prononcer. La deuxième erreur, c'est qu'il s'est auto-exclu le fait de diriger la transition. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y aura des assises, et c'est à l'issue des assises qu'un nouveau président sera désigné, militaire ou civil. Mais lui-même, il s'auto-exclut. Alors, ça peut être une façon de rassurer. Ça, encore une fois, le système. on en a parlé en première partie de l'émission. Exactement. Mais sauf que c'est une erreur parce que finalement, après, peut-être que les Burkinabés ne vont pas lui tenir rigueur. Mais dans des cas comme ça, moi, je préférais quand même qu'il soit beaucoup plus flou et ne pas aussi être direct. Parce que l'autre erreur que le Burkina pourrait commettre, c'est-à-dire en ne désignant pas Ibrahim Traoré comme président de la transition, ça peut avoir un effet bandao. Et ça parle aux Maliens. C'est-à-dire que la rectification. Oui, la exactement. rectification de la transition, que le pouvoir, vous ne pouvez pas faire un coup d'État et faire venir quelqu'un qui n'y est pour rien, pour le désigner comme président. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il suffit qu'il y ait des petits malentendus et finalement, là, on peut avoir des objectifs trahis. Et donc, finalement, le mieux, il faut le laisser continuer avec sa chose. Il faut le laisser continuer. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. J'en suis sûr qu'il va pas laisser le pouvoir à qui que ce soit. Il va revenir. C'est une manière, comme je dis, on a dit tantôt, c'est le système, c'est devenu un système. Il faut d'abord promettre au CEDEAO et à la communauté internationale que vous allez respecter les engagements. Et ensuite, ces assises nationales, ce qu'ils vont dire, c'est de dire directement que est-ce que ces assises, parce qu'on a vu quand même le cas du Mali avec les ANR, les assises nationales de refondation, où on a parlé de 5 ans. Exactement. Est-ce que ça sera peut-être la même chose? Exactement, je dirais que ça sera la même chose. Et puis c'est avec Ibrahim ou rien ou personne. C'est Ibrahim Traoré qu'ils vont désigner, j'en suis sûr, même s'il s'est dit vouloir être à l'écart et trouver... Puisqu'il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé que le président sera civil ou militaire. Il a dit il ne sait pas. Il s'est prononcé comme ça, il ne sait pas s'il sera militaire, mais c'est les assises qui vont décider. Donc, d'où lui-même pourrait venir, et je dirais pourra venir. Voilà, pas au conditionnel, pourra venir. D'accord. Voilà. Justement, vraiment, les précédentes autorités de transition s'étaient engagées à rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections au plus tard en juillet 2024. Est-ce qu'on peut s'attendre au respect de ces engagements? Alors, il faut savoir que c'est difficile. Avec ce nouveau régime. Effectivement, c'est difficile à dire parce que déjà, quand on sait que le respect de ces calendriers est aussi subordonné à la situation sécuritaire sur le terrain. C'est-à-dire qu'on suppose que d'ici là, il y aura une certaine accalmie qui permettra justement d'organiser des élections de façon dans un climat apaisé. Mais sauf que rien n'est garanti que d'ici là, eh bien, en tout cas, on le souhaite pour le peuple burkinabé. Oui. Mais rien n'est garanti non plus que ce sera le cas. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on n'ira pas vers un glissement de calendrier? Ce n'est pas exclu, à mon avis. Une prolongation. Une prolongation, comme on a vu effectivement au Tchad. Mais à ce niveau aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que la CEDEAO ou même la communauté internationale reste beaucoup scotchée aux calendriers électoraux, donc de façon globale, plutôt qu'à l'amélioration de la situation ou plutôt qu'à s'attaquer aux racines des problèmes. Aux racines du mal. Aux racines du mal. Parce que c'est un peu ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est nécessaire de se précipiter vers une élection et sans pour autant résoudre le problème et peut-être aboutir à un nouveau coup d'État? Et donc finalement, on se met dans un cycle infernal. Le plus important, c'est vraiment de s'attaquer au problème à la source, faire en sorte que la situation soit stabilisée. Parce que les élections ne sont pas une fin en soi. Parce que c'est ce qui nous trompe aussi. Finalement, tout le monde parle d'élections, élections. Non, les élections ne sont pas une fin en soi. Ce qui importe aux populations, c'est comment avoir la stabilité, comment avoir la sécurité, comment faire en sorte qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions. Et finalement, si on fait fi de cela et qu'on se focalise uniquement sur les élections, je pense qu'on va toujours... Parce qu'on dit les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. D'accord.